Bonjour, c'est Macadé Baron, de la Gazette de Rennes-le-Château. Eh bien, je suis avec Damien de la séance de minuit. Et nous sommes à Rennes-le-Château, dans le jardin de Marie. Eh bien, bonjour à toi. Eh ben, bonjour Mike, Oui. Merci beaucoup de me recevoir et c'est vrai qu'on est dans un superbe endroit. Oui. Et là, pour une fois, on est en live, en présentiel, comme on dit. D'habitude, on nous voit souvent, mais dans d'autres circonstances. Sur YouTube. Sur YouTube, et là, on nous voit en présentiel. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. Tu as sorti plusieurs livres, en fait, sur Los Angeles, Bigger Than Life, et voilà, plein d'autres livres, un autre livre aussi sur Los Angeles, deux en fait, 2012 et 2013, Oui. qui sont d'ailleurs épuisés, Oui. sont très très chers maintenant. Tout à fait. Alors tu peux nous parler un peu de cette période-là, et donc je rappelle que la séance de minuit, la chaîne YouTube, la séance de minuit. Exactement, c'est ça. Alors c'est vrai que pour parler un petit peu de Los Angeles, moi j'ai eu l'opportunité en fait d'y vivre, et effectivement comme je suis photographe et vidéaste, en fait, ça m'a énormément plu puisque effectivement c'est très cinématographique là-bas, et donc effectivement j'ai pris plein de photos, et ce qui m'avait énormément marqué évidemment c'est la différence on va dire entre les, enfin, j'ai envie de dire les pauvres et les très pauvres, mais on va dire la classe moyenne et puis les pauvres. Ce qui c'est que les États-Unis, la richesse à la... Exactement, et puis le fossé il est énorme quoi. Et donc ça m'avait vraiment marqué, donc j'en avais fait un livre qui s'appelait Los Angeles Broken Souls, donc les âmes brisées de Los Angeles, et sur lequel je montrais un petit peu la face cachée en fait de LA qu'on ne nous montre pas forcément, puisqu'on nous montre toujours, tu vois, on va te montrer Beverly Hills, Rodeo Drive, mais on va jamais te montrer les coins un peu plus difficile quoi, et c'est vrai que voilà, moi je me suis intéressé à ça, et j'en ai fait un livre, donc, et j'en ai même fait deux, puisque j'ai fait également Bigger Than Life, puisque Los Angeles c'est aussi la ville un petit peu de toutes les démesures, et donc c'était un petit peu ce que j'avais voulu mettre en avant lors de la sortie de ce livre. Alors le premier livre, Los Angeles Broken Souls, était un livre qui accompagnait en fait une exposition photo que j'avais fait à Paris en 2012, je crois que c'est 2012. C'était The House Factory qui m'avait donc invité là-bas. On avait exposé toutes les photos et on avait fait toute une soirée américaine comme ça, avec plein de choses à déguster venues des États-Unis, et donc il y avait mes photographies qui étaient là en vente également, et donc mon livre était sorti à ce moment-là. Voilà. D'accord. Et donc les quartiers que tu as fait, moi je connais un peu, tu as fait Inglewood, Central, East LA, tout ça. Moi c'est vrai que après je me suis pas trop aventuré dans les coins trop craignos, parce qu'au début, voilà, moi je suis arrivé à Inglewood, Crenshaw, tu vois, et très rapidement on m'a dit mais qu'est-ce que tu fous là-bas, tu vois, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait des endroits où il fallait pas vraiment mettre les pieds, donc après j'ai vraiment évité, surtout une fois que j'ai rencontré ma femme qui me disait mais t'es complètement taré de te balader à pied à Inglewood, enfin pour eux c'était inconcevable, tu vois, et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un sifflement là. Ah ouais, c'est un truc de fou. Et moi je me baladais tranquille pour aller à l'hippodrome, en fait il y avait des courses de chevaux à Inglewood, je me baladais tranquille pour aller là-bas, et puis je me disais tiens c'est quand même bizarre qu'on nous regarde comme ça, qu'il y ait des mecs qui tirent des coups de feu dans la rue, enfin, c'est GTA le truc, tu vois, donc c'est particulier. Et après quand j'ai vécu là-bas, comme je t'ai dit, je vivais à Cerritos, donc j'étais complètement éloigné de ces quartiers là, et quand j'arrivais, je travaillais sur 7th Street à l'époque, donc je passais en voiture à travers tu sais cette rue où il y a tous les clochards là, c'est super connu, tu sais, t'as les tentes et tout. Ah oui, je pense à Venice, mais ça n'a rien à voir. Non. Long Beach. C'est super connu, j'ai oublié le mot là. Et t'as l'hôtel Cécile et tout qui est un peu dans le coin. Ah, Cécile Hôtel, la fameuse affaire là. Bon, je sais plus, mais bref, tous les matins tu voyais vraiment, t'avais affaire à cette pauvreté, mais qui est vraiment, enfin c'est inimaginable, tu vois. C'est des gens, limite des gens nus dans la rue en mode zombie, c'est affolant. Avec maintenant tout ce qui est le fentanyl et tout ça. Ah oui, là c'est encore plus dégradé. Et ensuite, tu t'es orienté vers d'autres sujets, plus vers l'épouvante, on va dire, puisqu'il y a l'heure de minuit, la séance de minuit, et l'heure fantastique. Et l'heure fantastique, voilà. Et puis tu as aussi d'autres chaînes, aussi. Ouais, c'est l'heure fantastique, la seconde, ouais. Mais tu as fait des nouvelles pour Nuit d'épouvante. Oui. Voilà. En 2024 que c'est sorti. Exactement. Ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, moi à la base, je suis un grand passionné de cinéma horrifique. Et donc j'ai créé ma chaîne La Séance de Minuit à la sortie en 2017, à la sortie de ça, chapitre 1, qui était pour moi
un des meilleurs romans de Stephen King, et du coup je m'étais dit tiens, je vais faire une petite vidéo explicative de ce qu'est le personnage, de ce dont parle le livre et ce dont va parler le film, et en fait ça a cartonné. De suite c'est une vidéo qui a fait 300 000 vues, c'est un truc de fou. Et c'est comme ça qu'après je me suis dit je vais peut-être continuer, et donc j'ai continué. Et effectivement j'avais toujours eu en tête d'écrire un livre, et l'année dernière voilà, j'ai sauté le pas et j'ai sorti donc Nouvelle pour Nuit d'épouvante, le livre de la séance de minuit, donc qui reprenait un petit peu tout ce que j'avais connu quand j'étais gamin, c'est-à-dire toutes ces séries comme Chair de poule, Fais-moi peur, et j'ai essayé de refaire des choses un petit peu à ma façon, et toutes ces créatures on va dire un peu mythiques qu'ont façonné mon enfance, c'est-à-dire toutes les histoires de Leprechaun, toutes les histoires de loup-garou, voilà, donc j'ai mis un petit peu de tout ça là-dedans, voilà, donc c'est... Ah, c'est sous le nom de Damien Wake. Voilà, c'est ça, voilà. Exactement. Ouais, et donc tu as sorti là récemment Légendes urbaines, hein, donc aussi sur les mystères, on va dire, de par le monde. Exactement. Voilà. Il vient de sortir là. Ouais. Alors il sort pour Halloween, il est en préco actuellement, et c'est un livre effectivement qui reprend donc toutes les légendes urbaines à travers le monde. Et comme j'habite maintenant en Asie, en fait, je me suis évidemment à peine arrivé, je me suis renseigné dessus, et j'ai découvert des tonnes d'histoires de chats fantômes en Chine, des histoires de salles de classe hantées, de numéros de téléphone maudits. Enfin, la Chine est remplie d'histoires comme ça. Et effectivement, je me suis dit ça faut que je le note quelque part. Donc du coup j'ai commencé à prendre des notes pour en faire des vidéos, et finalement j'en ai pas fait de vidéo, et je me suis dit, et si je le faisais en livre? Et c'est comme ça qu'est née cette histoire. Et comme après je suis passionné aussi par les histoires de Wendigo, tout ce qui se passe un peu au nord, en Amérique du Nord et tout, j'ai tout condensé, et ça a fait donc légendes urbaines et autres mythes terrifiants à travers le monde. Pour avoir été en Chine, est-ce que tu as ressenti quelque chose de particulier qui est très différent justement des légendes occidentales? Ah, complètement. Ah oui, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent. De toute façon on le voit même au travers des films asiatiques, tu vois, tout ce qui est The Grudge, tous ces films japonais, Ju-On, tu vois, et on est vraiment sur quelque chose de différent, parce qu'ils ont une horreur, mais qui est pas frontale comme celle qu'on a en Occident. C'est toujours quelque chose qui est latent, caché, qui va se montrer mais très lentement, tu vois, donc alors que ce qu'on va voilà, c'est très insidieux, alors que nous on a quelque chose, tu vois, c'est à bout, je suis le monstre, tu vois. Là-bas c'est non, c'est plus, et puis il y a toujours un petit renversement, il y a toujours un petit twist qui te fait comprendre que le monstre n'est pas forcément celui qu'on pense. Et tu vois, et on retrouve ça aussi dans The Grudge, parce que le fantôme au final il a subi quelque chose de la... Enfin voilà, j'en dis pas plus pour spoiler ceux qui n'ont pas vu ça, mais il y a toujours un petit truc qui fait que tu te dis finalement ce monstre il était peut-être pas aussi monstrueux que... ça fait penser un peu, je sais que tu aimes beaucoup John Carpenter, enfin moi aussi, mais ça fait penser un peu à la scène du début de The Thing, où tu as ce loup, pour qu'on lui retire dessus, et en fait on se rend compte qu'en fait c'est pas pour rien qu'on lui tire dessus, c'est parce que vraiment c'est le monstre en fait. C'est ça, et puis pourtant tu as de l'empathie pour lui, tu te dis le pauvre chien, au départ, et puis il a l'air sympa, il est gentil avec tout le monde, mais au final c'est celui qui va apporter le... Et John Carpenter, c'est un réalisateur, en termes fantastiques, horreur, préféré, ou c'est alors moi je suis fan de David Lynch en fait, mais après c'est vrai que John Carpenter, voilà, on lui doit The Thing comme tu as dit, on lui doit Invasion de Los Angeles, Prince des Ténèbres. C'est vrai que c'est des films qui sont incroyables et qui ont aujourd'hui en plus une résonance, surtout Invasion de Los Angeles. Voilà, c'est donc moi non, moi ça fait vraiment partie des réalisateurs phares, ceux qui ont aussi bercé mon enfance, The Thing, c'est des films qui m'ont... D'ailleurs on a mis des lunettes spéciales, on voit différemment. On voit différemment, là en plus il y a le restaurant, on voit consomme, achète. Consume. Regarde la télé et dort. C'est ça. Donc non, mais c'est clair, on lui doit des films incroyables. Est-ce qu'il y a justement un film de Carpenter lequel te préfère, qui est le préféré pour toi? Moi mon préféré de Carpenter c'est vraiment Invasion de Los Angeles. Il y a The Thing évidemment qui pour moi est un film absolument terrifiant, les effets spéciaux en fonctionnent même encore super bien aujourd'hui, mais Invasion de Los Angeles c'est son sous-texte tu vois, social, politique, je trouve qu'il y a vraiment un truc. Et puis la musique, la musique minimaliste, très... Mais alors après tu vois, parce qu'on parle de Carpenter, moi il y a un film que j'adore et que peu de gens aiment, c'est Ghost of Mars. Et moi je l'adore. Les musiques sont fabuleuses, le film est génial, c'est une sorte de western fantastique sur Mars. Je trouve que ce film il est fabuleux quoi. Par contre ce Thing, c'est Ennio Morricone qui a fait la musique, qui fait très Carpenter pour lui. Qui est carrément Carpenteresque, c'est clair,
Bah après il y a Goblin un peu dans le côté. Alors là c'est Goblin, c'est plus de la musique plus de Profondo Rosso. Ouais, c'est ça, ouais. Tous ces les lèvres de sang, en fait, toute l'atmosphère un peu à la Jean Rollin, italienne, ouais. Italienne, ouais. Qui est très beau, très poétique. Hein. Bah, c'est la suite de la Hammer en fait. Ouais, un petit Hammer, peu, ouais. Ouais. On peut imaginer ça comme ça, ouais. Et ensuite, tu t'es intéressé à d'autres sujets aussi, puisqu'on a Rennes de Château, tu t'es intéressé aussi à Rennes de Château. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça a été l'émission Mystère? On a fait plusieurs émissions Mystère là, avec Rudy, justement, sur plusieurs sujets. Hein. On a abordé Rennes de Château, pour le coup, les pommes volantes, le château de Vos. Oui. On avait fait le Renato. Trans-en-Provence. Trans-en-Provence, Renato, voilà, c'est ça. Ouais. Et Mystère, c'est une émission donc, qui t'a beaucoup marqué alors. Ah ben, quand j'étais gamin, c'était l'émission qui m'a effrayé quoi. Enfin, les pommes volantes, moi je te promets, j'en ai pas dormi. La maison qui saigne, encore pire. Moi je me réveillais le matin, je suis bon, j'espère qu'il n'y a pas des traces sur les murs. Donc ouais, Mystère, moi ça fait aussi partie de tout ce qui m'a forgé. Pour devenir voilà, le passionné un petit peu de tous ces sujets-là et de films d'horreur et tout. Oui, Mystère. Et donc j'ai découvert Rennes le Château comme ça. Et depuis gamin, cette histoire de Rennes le Château m'avait fasciné. Mais à l'époque, j'étais pas venu, tu vois. J'avais lu. Et puis après, j'avais lu aussi sur Oak Island. J'avais passionné d'Oak Island depuis que j'étais gamin. Et puis à force de. Quand j'étais aux États-Unis, justement, je regardais l'émission sur Oak Island. Et à un moment donné, ils viennent dans la région, dans l'Aude. Ils viennent à Montségur, etc. Et là, je me suis dit, ah, mais oui, mais Rennes le Château. Et ça m'a ramené là-dedans. Et après, je me suis dit, prochaines vacances, je vais à Rennes le Château. J'y suis allé. Et là, maintenant, ça fait, je crois que ça fait 4 ans, 5 ans que tous les ans, je suis à Rennes le Château l'été. Et là, tu vois, on y est encore. Et on est ensemble. Il y a Rudy qui est pas loin. Juste en face. Qui est tout près. Et le dernier de Rudy, dont tu as fait la préface et la couverture aussi. Donc, exactement. Voilà, sur Rennes le Château. Donc, l'énigme s'arrête ici. L'énigme s'arrête ici, voilà. Ouais. Oui, Rudy m'a. En fait, j'étais en contact avec Rudy parce que j'avais fait beaucoup d'émissions sur Rennes le Château avec Christian Doumergue. J'avais invité plein de monde et donc je suis rentré en contact avec Rudy. Et puis il avait ce projet de livre. Et puis alors c'est passé par plein de choses, hein, puisque la couverture. Moi, il m'a proposé après la couverture, donc il y avait plein de titres différents. Voilà, donc c'est avant d'arriver à ce que c'est aujourd'hui, on est passé par plein d'étapes. Et après, il m'a dit, écoute, tu devrais écrire la préface, parce que voilà, depuis le temps que tu t'intéresses à ça, que tu te poses des questions, tu as aussi des choses à dire. Et donc voilà, j'ai écrit la préface de son livre, donc je suis très content. Et tu as fait aussi pour le livre sur Gévaudan, aussi avec Dominique, le livre de Dominique Farigou. Oui. Voilà, c'est ça. Exactement. Pas la préface, la couverture, la couverture du livre de Dominique Farigou, donc sur 1000 jours en Gévaudan, donc là sur la bête du Gévaudan, qui est aussi un des mystères qui me fascine. Et je suis allé sur place, j'ai interviewé Bernard Soulier, j'ai fait une vidéo sur place, et du coup je crois qu'il doit y avoir 5-6 émissions consacrées à la bête du Gévaudan avec différents invités qui ont tous un angle et une vision différente de l'affaire, donc ça c'était passionnant. Donc moi Rennes le Château, la bête du Gévaudan, c'est mes deux mystères français préférés. Et aussi là récemment tu as interviewé donc Philippe Solal et Laurent Kasprowicz, où en fait tu abordes sur la chaîne quelque chose de plus nouveau. C'est une sorte de du système de contrôle, de quelque chose de au-delà du miroir de Philippe Solal. Donc c'est une approche aussi particulière qui pourrait inclure justement les Dogman ou tout ce côté-là, en fait, toute la dimension spéculaire, la dimension miroir de l'inconscient. Comment tu t'es intéressé aussi à tout ça et quelle est ton approche, ton ressenti? Moi, en fait, je suis passionné vraiment par tout ce qui est paranormal, tout ce qui va être fantôme, tout ce qui est mystérieux. En fait, ça m'attire. Mais je reste malgré tout un grand sceptique, tu vois. C'est pour ça que j'interviewe plein de gens d'horizons différents sur ma chaîne, parce que je trouve qu'on y apprend plein de choses. Mais je reste malgré tout, tu vois, j'ai toujours un peu de recul dessus. Voilà, moi, j'ai pas vu de Dogman, j'ai pas vu de fantôme, malheureusement. Alors, j'ai vu quelque chose qui pourrait être un ovni que j'ai filmé. Bon, ça pourrait très bien être autre chose aussi, tu vois, pas forcément d'origine extraterrestre ou quoi que ce soit. Donc je suis passionné, mais je garde un certain recul sur ce sujet. Effectivement, j'ai interviewé Monsieur Solal et Kasprowicz parce que j'ai trouvé que leur approche était très intéressante, parce qu'ils ont là une façon d'aborder et d'expliquer le sujet qui n'est pas simplement voilà, on est mort, notre âme reste coincée entre deux murs et c'est un fantôme. Non, là on aborde quelque chose d'autre, de complètement différent, et j'ai trouvé que c'était absolument fascinant et passionnant. Mais encore une fois, voilà, je garde un peu de recul dessus. C'est super intéressant. Est-ce que c'est la vérité? Ça, je ne sais pas. Voilà. Mais ils ont le mérite, en tout cas, d'aborder les choses sous un autre angle, et aussi ce côté unification
tu vois, que j'apprécie. C'est-à-dire que d'un coup, on se rend compte que le phénomène ovni, le phénomène fantôme, les apparitions de Dogman, tout ça peut peut-être être lié, être la même chose, d'une même origine. De contrôle de Jacques Vallée de exactement. Que j'ai abordé aussi un peu, même pour les veilleurs templiers, finalement là on a fait une émission dessus, où justement même ces templiers peuvent faire partie incluante de tout ce côté de système de contrôle. Et je trouve que c'est très intéressant effectivement aujourd'hui de voir qu'il y a cette unification, cette nouvelle approche, où tout pourrait être lié, qui encore une fois reste une théorie évidemment, mais c'est très intéressant. Et là tu as d'autres projets à venir, ou prévus, ou tout au moins des choses sur lesquelles tu veux te diriger écoute, en tant que projet de livre, j'ai un nouveau livre qui sort l'année prochaine, donc qui est en cours d'écriture, qui s'appelle Le Cercle des Os, et qui là donc est un roman horrifique se passant à l'époque du western. Donc ça va être totalement différent, avec quelqu'un qui va arriver dans une vallée un peu mystérieuse dans laquelle se trouve un mystérieux cercle d'os, et lui il est attiré par une légende qui dit qu'on pourrait y trouver des diamants, et je vous laisserai découvrir ce qu'il va y trouver, mais ça c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler actuellement en termes de roman. Après sur la chaîne, écoute, là il y a l'été, donc ça va être un petit peu plus lent en termes de rendement d'émission, mais sinon à partir de septembre, oui, on va reprendre. On a une émission avec toi sur les Templiers, j'ai une émission aussi qui est en cours sur les ovnis. Les ovnis viennent-ils du futur? Donc on va retrouver au mois d'août, donc voilà, il y a plein de petites choses qui vont... Christian Dumergue est passé il n'y a pas longtemps. Christian Dumergue est venu. Mythologie d'X-Files. Ouais, on a parlé encore une fois, là on a lié tout le côté cinématographique avec la mythologie. Avec la mythologie, tout ça, et donc on a essayé de comprendre ce que pouvaient dire certaines séries comme Lost, X-Files. Il y avait Twin Peaks aussi qu'on aurait pu évoquer, qui a plein de choses à raconter, mais on ne l'a pas fait. Mais mais toujours passionnant de recevoir Monsieur Dumergue. Ce que l'on avait abordé aussi, ce côté du found footage, avec les documents interdits aussi, justement, de Jean-Teddy Philippe. Qu'on va recevoir peut-être un de ces jours. Il nous a contactés en tout cas, on espère. Et justement, L'Invention de Morel aussi, ça vient de L'Invention de Morel aussi, c'est un film très particulier qui a influencé Jean-Teddy Philippe aussi. L'Invention de Morel qui est à la base un livre, ensuite un film, et c'est vrai qu'il a énorrément influencé la série Lost. Exactement, parce que moi je l'ai découvert grâce à toi, et quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est Lost, et à force de faire des recherches je me suis dit mais on lui a fait remarquer d'ailleurs. C'est incroyable. Mais ces documents interdits ont quelque chose de très particulier, comme des bulles de merveilleux, mais c'est vraiment insaisissable. Puis il y a la voix, il y a tout ça. Il y a la voix. On avait fait une belle émission. Moi je suis très content de cette émission, elle est magnifique. Et bien voilà, sur une conclusion, sur un dernier message à faire passer. Écoutez, je sais pas, pour tous ceux qui s'intéressent à tous ces mystères, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne de Mike, à rejoindre ma chaîne. De toute façon, maintenant on fait souvent des choses ensemble. Et puis n'hésitez pas à venir visiter Rennes-le-Château parce que c'est absolument magnifique. Et là, tu vois, moi je suis vraiment content d'être ici avec toi en tout cas. On est bien là. C'est vraiment beau. Voilà. Et bien, allez sur la séance de minuit. Merci avec beaucoup. Damien. Merci Mike. Merci.